Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Raphaël Grossi, c'est le directeur général de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'AIEA. Monsieur Grossi, merci beaucoup. Un grand plaisir. On va évidemment parler de l'Iran. Alors, première question, est-ce que des installations nucléaires ont été touchées? On a appris que celle de Natanz, notamment, avait été touchée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce qui se passe sur le terrain? Oui. Je crois qu'il faut préciser que cette fois-ci, à différence de ce qui s'est passé, ce qui est arrivé au mois de juin dernier, je dirais l'objectif principal n'a pas été, je crois que c'est assez évident, les installations nucléaires. Il y a eu 2 ou 3, notamment sur Natanz, comme vous dites bien, et Isfahan. Il y a eu des attaques ponctuelles sur des portails, de voies d'accès, mais rien d'important. Évidemment, oui, c'était des attaques ciblées, mais évidemment, une énorme différence avec la guerre de 12 jours. Est-ce que vous avez pu rétablir la communication avec les autorités de régulation nucléaire iraniennes? Vous aviez perdu le contact. Bon, tout d'abord, vous aviez été expulsé au mois de juin dernier, les inspecteurs sur place, mais j'imagine que là, ces derniers jours, est-ce que vous avez pu rétablir un contact pour savoir qu'est-ce qu'il se passe au niveau des installations nucléaires? Là, il y a 2 éléments dans votre question. L'un, ça réfère, je crois, à la présence de nos inspecteurs. Oui. En Iran. Et là, je crois que la réponse serait qu'on est retourné de manière partielle. Depuis la guerre, on a évidemment essayé de rétablir contact. On n'avait pas été techniquement parlant expulsé. Je crois que c'était de toute évidence que, donc, lors d'une guerre, on ne pouvait pas inspecter. Et après, je dirais, les retours étaient difficiles. Les Iraniens ne nous donnaient pas accès aux installations qu'on devait inspecter, et peu à peu, un certain arrangement s'est installé, comme quoi on a pu retourner inspecter les installations pas visées dans la campagne du mois de juin 2025. Donc, notamment, les installations les plus sensibles dans les cadres du programme d'enrichissement de l'uranium, par exemple. Je parle de Fordo, je parle de Natanz, je parle d'Isfahan. Là, on n'a pas pu retourner. Mais il y a d'autres installations, c'est pour ça que je dis un retour partiel. Après, la deuxième partie de votre question, à partir des attaques commencées le week-end du 28 février, je crois. Donc là, on n'a pas pu rétablir les contacts avec les autorités des sécurités nucléaires iraniennes. Nous basons nos évaluations sur base des images satellitaires et des informations qu'on a en général, et des systèmes de monitorage radioactif dans la région. Alors, Israël affirme avoir détruit il y a quelques jours un site souterrain secret qu'ils appellent Minzadeh, à côté de Téhéran, où l'Iran aurait transféré une grande partie de ses scientifiques et même un centre opérationnel de programme nucléaire après la guerre du mois de juin. Est-ce que vous avez confirmation de ces informations israéliennes? Non, je ne peux pas confirmer ça. Cette installation, selon nos informations, était une installation peut-être à caractère militaire, mais qui n'a jamais figuré sur la liste des installations qu'on inspectait régulièrement. Donc peut-être l'intelligence israélienne ou d'autres avaient des informations dont on ignorait la nature, mais je ne peux pas dire que cette installation-là était une installation nucléaire. Mais vous savez, parfois, les gens peuvent avoir tendance, ou les services d'intelligence peuvent avoir tendance à faire des liens entre des activités militaires de type conventionnel et des utilisations éventuelles dans un avenir dans un cadre nucléaire. Mais pour l'instant, cette installation n'était pas considérée par nous comme une installation nucléaire. Alors, après la guerre du mois de juin, vous avez expliqué à de nombreuses reprises que l'Iran possède toujours environ 440 kilos d'uranium enrichi à 60%. Est-ce qu'on sait aujourd'hui précisément où se trouve cet uranium? Vous avez dit que vous n'aviez pas de certitude totale. Est-ce qu'aujourd'hui vous en avez plus?
Je pense qu'il existe un large consensus sur le fait que ces matériels se trouvent là où ils s'est trouvé au mois de juin dernier. À Ispahan. À Ispahan et un peu aussi à Natanz. Mais la partie la plus importante, comme vous dites correctement, se trouve toujours à Ispahan. On sait où il était et on n'a pas vu, parce que ça c'est la manière de déterminer, on n'a pas vu depuis de mouvements ou des accès qui pourraient donner l'idée d'un transfert du matériel. Parce que les renseignements américains semblent avoir observé des mouvements à l'entrée, des tunnels. Il y a des véhicules, il y a eu surtout des essais de protéger ces entrées avec de la terre ou des décombres. Mais pas de sortir l'uranium. En principe, pas. Évidemment, en tant qu'inspecteur-chef, je ne peux pas vous dire avec 100% de certitude, parce qu'il faut que mes inspecteurs puissent y avoir accès. Mais, je dirais, c'est un large consensus dans toute la communauté internationale et dans tous ceux qui observent les cas que, en principe, il n'y aurait pas eu de transfert, de mutation de ces matériels. On parle beaucoup d'une possible intervention sur le terrain des Américains, des Israéliens, des opérations spéciales pour justement exfiltrer, si j'ose utiliser l'expression, cet uranium d'Iran, une opération spéciale, soit faire appel à des experts nucléaires pour diluer l'uranium sur place. Et votre agence a même été citée comme une possible collaboratrice dans ce genre d'opération. Bon, si on parle là d'une opération de type commando dans laquelle l'agence serait partie prenante, je crois qu'on est dans le niveau de l'absurde. Là, non, c'est clair que non, je ne sais pas et j'ai aucune information à propos d'une éventuelle. Tout ce qu'on a vu, c'est des rapports de presse qui parlent de ça. Moi, je ne suis pas au courant de cette éventuelle opération d'exfiltration par la force, si je comprends bien. Mais naturellement, l'agence ne pourrait jamais participer à une telle opération. L'agence participe dans des activités d'inspection dans les cadres de la légalité. Vous l'avez répété plusieurs fois, hein, vous n'avez identifié aucun élément d'un programme structuré iranien de fabrication d'armes nucléaires, mais le soupçon demeure, notamment en raison du niveau d'enrichissement de ces 440 kilos d'uranium. Est-ce que vous gardez la même position ou Oui, il y a beaucoup de débats, parce que les gens, et peut-être, moi je comprends, les gens veulent des certitudes absolues. Et dans le cas de l'Iran, justement, et malheureusement, et c'est peut-être ça la cause originelle de cet désaccord et de ces guerres, c'est cette ambiguïté, cette opacité qui ne laisse pas, et moi je le dis clairement, à l'agence de confirmer que tout est en ordre. Et donc c'est vrai, pas des programmes structurés, mais cette accumulation exorbitante du matériel sans une utilisation civile logique ou concevable, en même temps des limitations assez claires et là systématiques d'accès pour nos experts à des endroits dont on devrait avoir accès, aussi des trouvailles. Nos inspecteurs ont pu trouver des traces d'uranium là où on ne devrait pas avoir trouvé aucune. Donc c'est un mosaïque, si vous voulez, assez préoccupant. Ça justifie la guerre? Non, je pense que la guerre, c'est une décision politique prise par les États et ce n'est pas à moi, comme directeur général de l'AUA, de dire voilà, vous avez une bonne raison pour aller à la guerre ou pas. C'est pas ma position. Alors, vous avez quand même participé à des sessions de négociation, oui. hein, à Genève, hein, oui. Entre les Américains, les Iraniens, et on se souvient des paroles du ministre des Affaires étrangères d'Oman quelques heures avant l'opération. Il disait:
Un deal, un accord est à portée de main. L'Iran est prêt à faire des concessions, notamment abandonner l'uranium enrichi. Vous étiez partie de ces négociations. Oui. Est-ce que, en effet, on a été tout proche d'un accord et que les opérations militaires n'ont pas fait dérailler ce deal? L'effort de médiation du ministre des Affaires étrangères d'Oman était vraiment positif et je crois très louable. Très louable. C'est décisif ou pas, en fait? C'est ça la question. Bon, pas décisif, puisque on a échoué, en tout cas, pour l'instant. Oui. Mais d'un point de vue, et naturellement, logiquement, sa vision est une vision politique. Une vision politique, d'un médiateur politique. Moi, j'étais là, autour de cette table, et, pour des raisons techniques plutôt que politiques. Et je peux vous dire que, sur les plans techniques, il y avait beaucoup de différences. On était loin d'un accord. Moi, je pourrais les dire comme ça, mais... C'est ce que les Américains ont dit. Mais oui, évidemment. Sur les points techniques, il y avait des points importants, des différences. Cela ne veut pas dire, peut-être, et les ministres, le Saïdi, peut-être a raison pour dire qu'il considérait qu'il y avait des éléments à main pour arriver à un accord. Mais si vous me posez la question sur le plan technique, on discutait. Donc, comme dans toute négociation, on jette des idées, on essaye de déterminer la viabilité, la possibilité de faire ceci ou cela. On a parlé, je crois que l'envoyé spécial Witkoff a mentionné ça, et d'autres aussi. On parlait de la dilution, on parlait de l'exfiltration, je dirais, consensuelle du matériel. Il y avait beaucoup d'hypothèses autour de la table, mais pas un accord. Est-ce que, là, en conclusion, le message est désormais clair? Il faut suivre le modèle nord-coréen pour certains États, c'est-à-dire acquérir l'arme nucléaire pour être sûr d'être tranquille? Absolument pas. Absolument pas. Non. Je crois que l'important ici, c'est d'avoir une perspective. Et la perspective, c'est d'une stabilisation, et je crois que c'est ce que de part et d'autre, moi je dirais de la part de l'Iran et aussi Israël et les États-Unis, il faut arriver à un Moyen-Orient prévisible, stable. Je ne crois pas qu'on puisse décrire la Corée du Nord comme un modèle de stabilisation, peut-être à l'interne, peut-être avec une énorme répression, etc., mais ça c'est une autre histoire. La question, c'est de savoir si, pour l'Iran, une grande nation au milieu du Moyen-Orient, ces voies de l'isolement complet et d'un arsenal nucléaire est même possible. Donc, je ne pense pas que ce soit la conclusion qu'on puisse tirer de ça. Ma conclusion, c'est qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est nécessaire d'arriver à un accord diplomatique qui puisse donner à tout le monde un sentiment de stabilité. Merci beaucoup, Raphaël Grossi, d'avoir répondu aux questions de France 24. Et merci à vous d'avoir suivi cet entretien sur nos antennes.